Merci. Monsieur Robert Pierrefiche, Monsieur le Président, vous voulez vous exprimer? Bonjour, d'abord, merci de nous recevoir. Je dirais simplement qu'on a déjà été entendu la dernière fois lors de l'audition. Il y a quelques points techniques à améliorer en droit pour les collectionneurs de matériel. Comme c'est un petit peu compliqué, je préfère passer la parole à notre spécialiste, s'il veut bien la prendre, et si vous me le permettez. Merci. Il a la parole. Monsieur le Président. Oui, en fait, on a environ 9 points sur lesquels on a des petits achoppements qui concernent principalement les matériels, puisque la FPVA représente les collectionneurs de matériel, c'est-à-dire avions, hélicoptères, véhicules terrestres, navires, moyens de transmission, radio, etc., ainsi que les armes anciennes. D'abord, un regret. Le fait que nulle part dans le texte de cette proposition de loi, il ne soit mentionné que les catégories A, B, C, D, que ce classement dans ces catégories se ferait conformément à celui établi par la directive. On aurait aimé quand même que quelque part apparaisse cette mention, qu'il y ait un classement effectivement en A, B, C, D, mais que ce classement soit défini par la directive. Il y a quand même un certain nombre de craintes, si vous voulez, de notre part, que l'administration, après le texte de loi, dans les décrets d'application, puisse modifier le classement et introduise un classement qui soit différent de celui qui est prévu par la directive. Et c'est vrai que cette mention aurait été intéressante. La deuxième chose, on aurait aussi souhaité que... Si je peux me permettre là-dessus, je peux quand même vous rassurer. L'administration ne peut pas prendre un décret qui soit contre les dispositions d'une loi et contre les dispositions d'une directive. Donc là-dessus, soyez entièrement rassurés. Déjà, la directive s'impose, mais en plus, les principes posés par la loi, le pouvoir réglementaire sera obligé de respecter les deux. Oui, j'entends bien. Simplement, dans la loi, il est prévu A, B, C, D. Dans la directive, on complète la notion d'ABCD par un certain nombre de définitions. Ces définitions ne sont pas reprises dans la loi et il n'est pas fait mention que ces définitions s'imposent au décret d'application. Alors je sais bien que normalement, ça va de soi. Ça va de soi normalement. Mais on a eu des cas par le passé où ce n'était pas tout à fait comme ça. Donc c'est simplement cette petite précision que nous vous apportons et qui nous semble intéressante. Monsieur le rapporteur, d'un mot? Oui, je voulais simplement rappeler que le classement qui est proposé, je dis bien proposé par la directive, est facultatif. Oui, voilà. D'où l'intérêt, si vous voulez, qu'il y ait une mention comme quoi c'est bien le classement de la directive qui doit être pris par l'administration et pas un autre. Et effectivement, il y a un arrêt, je crois, c'est l'arrêt Taser, qui dit bien que le Conseil d'État n'est nullement contraint par les définitions des conventions internationales, notamment celui de la directive. Donc il y a quand même une question qui se pose de ce point de vue-là. La deuxième remarque porte sur le fait qu'on ait regretté aussi qu'il n'y ait pas de légalisation de la commission de classement. La commission de classement, effectivement, est prévue par décret, mais cette loi aurait pu légaliser cette commission de classement en la rendant notamment paritaire et avec une possibilité de rendre des avis conformes. On a vu par le passé, malheureusement, qu'un certain nombre de décisions de cette commission de classement, du fait de sa composition et du fait aussi que les avis ne sont pas rendus conformes, posaient problème. Après, pour ce qui concerne plus particulièrement les matériels anciens, la première remarque concernant l'article 2 porte sur la date de 1946. La date de 1946, je tiens à le dire, est une date historique, purement historique, qui n'est pas une date technique ni une date juridique. La date juridique, c'est celle de 1950. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'il existe un certain nombre de textes européens et d'arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, de l'Union européenne, qui précise bien que les véhicules antérieurs à 1950 sont des objets de collection. Et il est vrai que d'un point de vue technique, l'évolution technologique de ces véhicules s'est faite à partir des années 50. Pourquoi ?
Sur la période 46-1950, 1er janvier 1950, il n'y a grosso modo que quelques prototypes qui sont produits aussi bien aux États-Unis qu'en France que partout ailleurs. C'est à partir de la guerre de Corée de juillet 1950 qu'une production de guerre recommence. D'ailleurs, j'en veux pour exemple la MX-13 ou le BR-75, qui sont des véhicules qui ont été fabriqués uniquement à partir des années 1951 pour l'armée française. Vous prenez les armements américains comme le Patton, comme un certain nombre, le M48, le M60, etc. C'est des véhicules qui interviennent, ou sur des véhicules plus classiques tels le Réo ou la Jeep M38, etc. Ce sont des véhicules qui apparaissent dans les années 50, au début des années 50, avec le début de la guerre de Corée qui est de juillet 1950. Entre 1945 et 1950, il n'y a aucune évolution véritablement importante. Ce sont essentiellement des prototypes. Ces prototypes fabriqués à peu d'exemplaires mériteraient d'être conservés et c'est pour ça qu'on souhaiterait que la date de 1950 soit reprise parce que c'est une date à la fois juridique et une date technique. Et contrairement à la date de 1946 qui est une date essentiellement historique. Sur l'article 3, il y a une petite chose, enfin il y a deux petites choses là, dont j'aimerais avoir quelques petites précisions, si vous voulez. La première, c'est sur au niveau des infractions qui sont reprises. Dans le décret, on parle d'une sanction, il faut que les sanctions soient supérieures à 3 mois pour que une interdiction, si vous voulez, d'autorisation soit renvoyée par l'administration. Est-ce que ce minimum de 3 mois de sanction sera maintenu ? Si vous voulez, les décrets actuels prévoient effectivement qu'en cas de refus d'autorisation, la sanction doit être au minimum de 3 mois. Il me semble que maintenir cette sanction de 3 mois serait de bon sens puisque c'est quelque chose qui existe déjà. Sur l'article 32 aussi l'article 32 nous pose aussi un problème. En effet, le texte actuel interdit le transport des matériels de catégorie A2. Or, dans la proposition de loi que vous nous faites, il est prévu de déclasser un certain nombre de matériel en catégorie D à partir du moment où l'antériorité du véhicule ou l'ancienneté du véhicule serait antérieure à 1946, en espérant que ce soit 1950. Mais pour les véhicules qui seraient postérieurs à cette date et qui ne seraient pas repris dans la liste complémentaire, se pose le problème que ces véhicules seront certes collectionnables puisqu'ils sont vieux de plus de 30 ans et leur fabrication a cessé depuis plus de 20 ans, selon les dispositions du décret 2005-1463 du 23 novembre 2005. Toutefois, dans la rédaction actuelle, ces véhicules ne pourraient plus circuler, ne pourraient plus être transportés. Or, un véhicule, par définition, est amené à circuler sur les voies publiques pour se rendre à telle ou telle manifestation, ou tout simplement aussi pour pouvoir être maintenu en état de rouler. Donc nous souhaiterions qu'une petite phrase soit rajoutée après le mot A2 qui interdit le transport, c'est que les mots non neutralisés soient ajoutés. Effectivement, les véhicules en A2 qui sont collectionnables sont des véhicules neutralisés selon les dispositions de l'arrêté du 12 mai 2006. À partir du moment où ces véhicules sont collectionnables selon la loi et le décret et qu'ils sont neutralisés, il paraît tout à fait illogique que les matériels en A2 soient impossibles, enfin ne puissent pas être transportés. Par définition, c'est leur objet d'être transporté, c'est leur objet de circuler. Il faut donc que ces matériels qui sont neutralisés, qui servent uniquement à la collection, puissent continuer à circuler. Et le fait de préciser A2 non neutralisés permettrait à la fois leur transport et leur circulation et de sanctionner les véhicules qui seraient détenus illégalement pour ne pas être neutralisés. Nous souhaiterions aussi, au niveau de l'article 3, que soit mentionnée
le respect de la motivation des décisions administratives. Alors je rappelle que la loi de 79 prévoit la motivation des décisions administratives, que l'article 41 de la déclaration de l'Union européenne sur les droits fondamentaux prévoit aussi cette motivation obligatoire, qu'un certain nombre de décisions de justice le prévoient également. Malheureusement, une décision, qui est l'arrêt Chemouni du Conseil d'État, a permis à l'administration de ne plus motiver ses décisions concernant des décisions portant sur le refus d'autorisation à d'honnêtes citoyens. Je pense qu'en démocratie, on peut tout à fait prévoir une motivation pour des citoyens dont le casier judiciaire est vierge. Je rappellerai simplement qu'il y a une différence entre un rapport de police, qui effectivement, éventuellement, pourrait ne pas être communiqué, et un simple rapport sur la personne elle-même, qui, elle, pourrait être tout à fait communiquée. La doctrine prévoit tout à fait cette distinction entre les deux. La possibilité aussi d'une indemnisation. En effet, il y a une petite distinction entre les articles 2336-4 et 2336-5, où dans un cas, on prévoit une indemnisation, et dans l'autre cas, on ne le prévoit pas. Or, il me semble qu'on saisisse d'une manière ou d'une autre, l'indemnisation doit être prévue. L'indemnisation qui est prévue dans le premier article, c'est une indemnisation, on saisit le bien, on le vend au domaine, et le produit de la vente, le produit net de la vente des domaines est donné à son légitime propriétaire. Cette disposition, l'article 2336-5, pourrait être calquée sur l'article 2336-4 afin de permettre cette indemnisation dans les deux cas. J'insiste là-dessus parce que sur une arme qui vaut 500 €, c'est peut-être pas très grave, mais quand vous prenez une forteresse volante qui vaut 2 millions d'euros, c'est pas tout à fait la même chose. Vous avez des véhicules qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce sont des pièces uniques qui sont très exceptionnelles. Donc une saisie administrative qui n'est pas la même chose qu'une saisie judiciaire. Une saisie judiciaire, effectivement, le juge condamne la personne pour tel ou tel acte, il n'y a pas de problème. Par contre, une saisie administrative, qui est une décision qui est prise par le préfet, qui n'est donc pas une décision de justice, doit prévoir, normalement, selon la Déclaration des droits de l'homme, la juste indemnisation de la personne. C'est l'article 17. Eh bien, nous demandons à ce que ces deux articles soient l'un comme l'autre conformes et prévoient une indemnisation.